Malgré une augmentation constante des réclamations adressées à la HALD, l'immense majorité des victimes ne portent pas plainte par peur des représailles ou par ignorance qu'il existe des recours possibles. Pour continuer à travailler, ils peuvent même cacher aux employeurs leur stigmate, c'est-à-dire la raison de leur discrimination. Sandrine a choisi de ne pas rencontrer physiquement son employeur agence d'intérim. J'ai refusé de les rencontrer. À chaque fois que j'avais les personnes au téléphone qui me disaient « Mais Sandrine, quand même, ça fait 1 an que vous travaillez pour nous, on a très bon retour de vos missions, en plus, ça se passe très bien. Enfin, vous êtes une de nos intérimaires qu'on fait travailler beaucoup. J'aimerais bien vous rencontrer quand même. Vous pourriez peut-être passer nous voir. » Jamais. Je me suis censurée. J'ai vu comment ça s'était passé la première fois. Hein. Je voulais continuer à travailler, moi. Hein. Gérard a vécu cette discrimination due à l'âge comme une fatalité. Il a cherché à contourner le problème. J'ai décidé d'enlever de mon CV toute trace de mon âge, avec aucune indication de mon année de promotion. Et j'ai délibérément enlevé toutes les expériences qui sont antérieures à 1985. Si je reconnais qu'il y a des discriminations, ça veut dire que je reconnais que je suis vieux. Or, la société ne nous aide pas beaucoup à reconnaître que l'on est vieux, comme la société ne nous aide pas à reconnaître qu'on est obèse. Donc, si vous voulez, admettre la discrimination, c'est admettre le fait qu'on appartient à un groupe qui, pour de vrai, est stigmatisé. Et qui, pour de vrai, est perçu comme inférieur. Donc, nier la discrimination, c'est nier le fait qu'on appartient bien à ce groupe. Voyez. Donc, on se rend bien compte que la plupart des gens qui appartiennent à des groupes stigmatisés cachent le stigmate. Et font en sorte que ça ne se voit pas. 37% seulement des quinquagénaires français sont en activité. C'est le taux le plus bas d'Europe. L'objectif des 48 heures pour la diversité est de créer un dialogue direct en offrant aux candidats à l'embauche les conseils de cabinet de recrutement bénévole. En septembre, donc, j'ai de nouveau voulu faire une recherche active. Et alors là, je comprends rien. Alors là, c'est la banqueroute, la déroute. Je postulais, on me contactait. Alors j'ai fait, j'ai un look comme ça de cabinet de recrutement. Ah, j'ai le profil, j'avais l'entretien, etc. Mais après, finalité, je suis toujours sur le carreau, quoi. Mais c'est par ma copine qui tient une agence d'intérim. Elle me dit, Safia, ton fil à la patte, c'est ton âge. Les RH, actuellement, toujours aussi frileux pour embaucher des seniors. Ils veulent donc des femmes entre 35 et 45 ans. Ah ouais, mais clair. L'intention du recruteur est d'amener les candidats à un changement culturel, sortir de la logique d'état civil et de la chronologie du traditionnel CV de présentation, pour passer à une logique de compétences. Le point que vous devez mettre en évidence, c'est votre anglais courant. D'accord. Ça, effectivement, assistant de direction, anglais courant, ou, à mon avis, c'est vraiment les mots-clés, de manière à aérer un peu plus. Puisque, effectivement, vous avez le sentiment que c'est votre seniorité qui vous joue des tours, il vaut mieux, justement, tout aérer et aller un peu à l'inverse, essayer plutôt de structurer votre CV, qui va moins, effectivement, marquer ce risque de se considérer, justement, comme trop senior, etc. Ah, okay. D'accord, c'est clair. Après le CV, préparation à l'entretien d'embauche. Dans cet atelier, le formateur prépare les candidats à comprendre la logique de l'employeur. Mettez tout en haut votre âge, c'est quelque part dire « Ah, je suis vieux, s'il vous plaît, ne me donnez pas de travail ». On n'a pas le droit de poser des questions par rapport à votre âge, par rapport à votre sexe. On n'a pas le droit de poser des questions sur votre nationalité. On n'a pas le droit de poser des questions sur votre situation maritale, si vous avez des enfants ou pas d'enfants. Parce que pour les femmes, c'est très simple. Au début, c'est « Vous êtes marié ?» Non. « Ah, vous allez vous marier ?» Vous avez des enfants? Non, mais vous allez avoir... De toute façon, il n'y a pas de bonne réponse par rapport à ça. Hein, parce que soit vous avez des enfants, c'est pas bon parce que vous n'êtes pas disponible, ou vous n'avez pas d'enfants, mais vous allez avoir des enfants, donc vous allez être indisponible parce que vous allez être en congé. Donc de toute façon, il y a un piège partout. Ce qui est problématique après, c'est comment est-ce que vous allez répondre à ça. Il faut éviter de rompre le dialogue. Parce que si vous dites tout de suite que vous n'avez pas le droit de poser cette question-là, vous allez braquer la personne que vous avez en face, et a priori, ça a un peu de mal à récupérer derrière. Parce que les gens racistes, les gens sexistes, les gens agistes, handicapistes, etc., il n'y en a pas autant que ça. Et en général, quand les gens font discrimination, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les noirs, ils n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas les femmes, c'est parce qu'ils n'aiment pas les vieux, les jeunes, c'est parce qu'il y a un stéréotype quelque part qui fait qu'ils ont peur de quelque chose. Et par rapport aux seniors, ça va être, j'ai peur de recruter un senior parce que je veux quelqu'un qui est super dynamique.
Le dynamisme ne va pas avec l'âge. Mais si la personne veut quelqu'un de dynamique, c'est important qu'il y ait quelqu'un de dynamique en face. Et ça, c'est complètement justifié. Mais il faut essayer de comprendre pourquoi la personne pose la question et répondre à sa crainte et non pas à la question. La lutte contre la discrimination passe par la prise de conscience de la force des stéréotypes chez chacun d'entre nous. Nous avons tous des stéréotypes sur les seniors, ils sont peut-être moins dynamiques, sur les femmes, elles manquent de leadership, sur les jeunes des banlieues, ce sont des casseurs, qui sont des catégorisations abusives, des généralisations qui ne correspondent pas à la réalité de tel ou tel candidat. Et donc toute la difficulté, effectivement, c'est d'une part d'avoir conscience de ces stéréotypes et de ces représentations, et puis surtout de prendre en considération les vraies caractéristiques du candidat que nous avons en face de nous, ses vraies compétences, et de les décontextualiser d'une catégorie sociale comme les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, les homosexuels, les hétérosexuels, les jeunes des banlieues et ceux qui habitent les beaux quartiers. Pour les victimes isolées après une discrimination, les associations sont souvent le premier recours. La loi leur donne le pouvoir de se substituer aux victimes pour porter plainte. Ce sont des espaces protégés où les victimes se sentent respectées, comprises et aidées. Sandrine a trouvé ce soutien auprès d'Allegro Fortissimo. Dès son retour de vacances, elle va montrer les photos de son mariage à ceux qui sont devenus ses amis. L'association organise des débats pendant lesquels les témoignages de discrimination sont nombreux et où la solidarité s'exprime. Il se trouve qu'on a réussi, et votre association a joué un rôle, on a réussi à sortir le sujet de, je dirais, de l'ornière ou de l'oubli. On a dans l'association quelqu'un qui a eu un refus d'adoption pour motif obésité monstrueuse. Et quand vous parlez de ce terme au médecin, il dit c'est le terme consacré. Donc je pense qu'il y a aussi un problème de vocabulaire, c'est-à-dire que on peut considérer que c'est un mot stigmatisant, et si les médecins disent non, c'est le mot qu'on emploie pour ce type d'obésité, on peut rien défendre. Moi, j'ai été monté du doigt par le médecin du travail. Donc le médecin du travail, chaque fois que je montais sur la balance, ah bah vous êtes trop gros, il faudra faire quelque chose. Un jour, ça lui a pas plu, il m'a pas marqué apte au travail. On m'avait sucré mon permis pendant un mois pour pouvoir continuer mon métier que je faisais, c'est-à-dire cariste, conducteur de chariot élévateur. Il a fallu que je fasse un stage à l'hôpital pour maigrir. Gérard a refusé d'admettre que ses compétences ne soient pas reconnues, mais il fait le constat amer qu'aucune entreprise française ne l'a embauché. Il a trouvé du travail dans une société américaine, la seule qui ait répondu à sa candidature. Il travaille désormais de chez lui. J'ai été recruté dans la foulée, ça a été très vite. Parce que mon futur employeur n'avait que faire de savoir l'âge que j'avais. Mon employeur, qui est américain du Texas, ce qui m'intéressait, c'est ce que je savais faire et le fait que j'allais correspondre, que je correspondais parfaitement à la recherche qu'ils avaient mis en place. L'expérience des gens qu'on met au panier, c'est comme si vous jetiez de l'or dans la poubelle.